Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer notre soirée de ce soir qui est consacrée à la Fondation de France. On reçoit les représentants de la Fondation dans le Grand Ouest. Alors, je ne sais plus quel est le périmètre, c'est les Pays de la Loire et la Bretagne. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien le Grand Ouest. Et donc je remercie Jacques Dago, qui est le président pour la grande région. Pays de la Loire. Seulement là, les Pays de la Loire. Notre président pour la Bretagne. Et Yann Dédoué, qui est le délégué général pour le Grand Ouest. Nous avons souhaité vous inviter à nouveau. Vous êtes déjà venu devant le Conseil, mais c'est intéressant de faire un point avec vous sur ce que fait la Fondation, qui est une organisation très connue, mais dont on ne connaît pas forcément l'action sur le terrain. Et donc, c'est quelque chose que vous allez nous préciser ce soir. Quel est le statut de la Fondation? Où sont et qui sont les donateurs? Quelles sont les actions? Quels sont les modes d'intervention de la Fondation? Où en est la philanthropie sur notre territoire? C'est toutes ces questions que vous allez aborder. La Fondation, d'une certaine manière, organise une valorisation de l'action de la société civile. Et à ce titre-là, elle est sur ce qui nous intéresse particulièrement aussi au Conseil de développement. C'est pourquoi on a souhaité vous recevoir ce soir. Et je vous remercie à nouveau de votre participation à notre soirée. Et peut-être que ça peut susciter de nouvelles envies de s'engager. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Je ne sais pas si c'est Jacques, bien sûr, qui commence. Merci Philippe. Je crois qu'on va commencer par une petite présentation de la Fondation de France, un petit film très court. Ça donnera un peu une idée, une présentation générale de la Fondation de France. Elle est assez courte, mais elle est bien faite. La valeur qui fonde la Fondation de France, c'est l'altruisme, c'est l'autre. Qui est l'autre et qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Quand on a été gâté comme on a pu l'être, il faut savoir rendre une partie de ce qu'on a reçu. L'intérêt, c'est que c'est absolument divers. Tout est possible, je dirais. Quand vous intervenez par exemple dans un collège, vous apercevez qu'ils n'ont même pas le minimum vital pour travailler, il n'y a même pas les bancs, ils sont à même la terre battue, et que vous leur fournissez des bancs, c'est déjà un début de satisfaction. Vas-y, regarde bien Aline. Tu regardes? Regarde bien, attention. Hop, on va te mettre le chapeau. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut proposer des projets qui sont un peu atypiques et en fait qui sont assez risqués. Tu peux cligner des yeux? La Fondation de France a fait quelque chose il y a plus de 10 ans maintenant d'assez extraordinaire, c'est de faire de la recherche sur l'autisme. Et c'est cet élan qui a permis de faire des grandes découvertes ici en France. Si la société civile ne le fait pas, l'État ne le fait plus, le fait de moins en moins. Là, la Fondation de France est tout à fait à sa place et elle occupe les terrains donc, de la recherche scientifique. Et moi, c'est plutôt ça qui me donne envie de donner, à vrai dire. Donc, dans certaines cellules qui sont vivantes, ce sont des cellules tumorales qu'on regarde ici, vous avez plusieurs années de travail qui sont représentées là. Et ça, c'est aussi grâce à la Fondation de France que ça a pu être généré. Il faut qu'on réinvente tous les petits métiers qui faisaient qu'autrefois, chaque personne avait sa place dans la société. Je peux faire appel à vous pour la menuiserie. Oui. L'innovation, elle est nécessaire. Et c'est sûr que la Fondation de France, en étant un acteur philanthropique privé, permet aussi cette liberté de se dire, bah, tiens, on va aller dans cette piste-là, tester, regarder si ça marche. Ça va dans le bon sens, en fait. Je veux dire, c'est ce dont notre société a besoin. C'est un peu reparlons-nous, remettons ce lien, refaisons-nous confiance. Enfin, créons un environnement qui permet ça, en fait. Bonjour Malika, ça va? Au quotidien, il y a des gens extraordinaires qui font un travail qui ne l'est pas moins auprès des personnes les plus vulnérables. Bon, je dirais en une phrase, faire corps ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers aussi ce contact très corporel qu'on peut avoir, à pratiquer ensemble, à chanter ensemble, à sauter ensemble, à danser ensemble, on fait société. La Fondation de France, c'est la fondation de toutes les causes.
Voilà, je pense que l'essentiel est dit à travers ce film. Vous voyez les termes société civile, parce qu'on verra, la Fondation de France, c'est la société civile. C'est le travail de tout le monde, de tous, des petits, des grands, et il n'y a pas de limite, hein, c'est vraiment ça. L'innovation, hein, et il faut... on verra, on va essayer de vous le montrer. On veut innover, on veut créer, se sortir des sentiers battus. Il ne s'agit pas d'être dans des carcans, dans des réglementations et tout. C'est vraiment ça. Donc, c'est tout l'esprit qu'on va essayer de vous montrer de la Fondation de France. Alors, quand même, quelques petites données un peu juridico-philosophiques, si on peut dire. Alors, la Fondation de France, d'abord, clairement, vous avez compris, c'est une fondation d'utilité publique, hein, une FRUP, ce qu'on appelle une FRUP, qui est entièrement privée. C'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention de qui que ce soit, ni de l'État, ni des collectivités, de personnes. On fonctionne qu'avec la générosité de tous et de tout le monde, et générosité aussi en termes aussi bien financiers qu'en termes de temps passé, de bénévolat, de temps consacré à ces missions. Alors c'est une maison qui est ancienne, mais qui en fait se renouvelle totalement, enfin qui est en permanence, hein, puisque la Fondation de France a été créée en 69, donc c'est très vieux. Sur la base de ce qui se faisait aux États-Unis, des communautés foundation, c'était des communautés en fait de personnes privées, si vous voulez, qui recevaient des fonds privés, mais qui n'étaient pas, c'était pas des fondations qui avaient le caractère privé. C'était une gestion collective pour défendre en général un territoire, une zone, à Chicago par exemple ou autre. Et donc, or en France à l'époque, la philanthropie était très peu développée, alors qu'aux États-Unis, grâce à notamment ces fondations de communauté, qui étaient gérées collectivement par les privés, on arrivait finalement à faire des choses absolument remarquables. Et donc, ça a été développé sur cette base-là. Alors, maintenant, elle existe en tant que fondation, proprement dit. Elle est gérée par un conseil d'administration composé d'un certain nombre de fondateurs d'origine, également de membres du ministère, parce qu'il est important qu'ils soient là, parce que comme ça, on peut travailler avec eux, puis leur dire, attendez, peut-être qu'il faudrait que vous alliez dans tel ou tel sens. Et puis, essentiellement, des personnes qualifiées de très haut niveau. Des personnes qualifiées, le tout étant aidé par des comités d'experts de plus haut niveau, les plus grands experts dans tous les domaines, de la santé, de la recherche, du logement, de l'habitat. Il doit y avoir, je ne sais plus, c'est une trentaine de comités d'experts, et un président. Alors là aussi, par exemple, ça fait partie, c'est important dans l'esprit de la Fondation. Le président, il est nommé comme tous les membres, bénévoles, ils sont tous bénévoles, hein. Il n'y a pas un conseil d'administration, ils ne sont pas rémunérés. Un président nommé pour 4 ans, renouvelable une seule fois, c'est tout. Donc il n'y a pas plus que 2 renouvellements. Et les membres, c'est pareil. Au bout de 8 ans, 4 ans ou 8, si vous faites le deuxième mandat, eh bien, on vous demande de partir, même si finalement vous avez donc un rôle important. Alors voilà. Donc voilà un peu la structure juridique. Maintenant, la mission. C'est quoi? Eh bien, la mission, vous l'avez ici, c'est accompagner tous ceux qui veulent agir pour l'intérêt général. Donc tous. Et quand je dis tous, eh bien, si vous voulez, c'est les plus larges possibles. Commençons par, si vous voulez, les porteurs de projets. Eh bien, les porteurs de projets, c'est tout porteur de projet quelconque. C'est bien sûr des associations, beaucoup d'associations, comme on en soutient beaucoup, mais pas que des associations, loin de là. On a aussi tous les organismes sociaux, on a les offices d'HLM, on a les établissements d'enseignement, les établissements de recherche, on a les collectivités aussi, collectivités territoriales, collectivités locales, qui, dès lors que cette structure a quelque chose d'innovant, quelque chose qui nous apparaît intéressant et qui répond à un vrai besoin de la société, parce qu'on s'occupe vraiment des besoins de la société, un vraiment besoin de la société qui n'est pas pris en compte ou mal pris en compte, et que cette action nous semble
on verra après plus tard de quelle façon intéressante et pérenne, parce que l'essentiel, on ne fait pas du one-shot, hein, il ne s'agit pas de faire du one-shot, il s'agit de faire du continu, hein, et du sérieux, du solide. Et dès lors que ça, mais pourquoi pas aider une mairie, pourquoi pas aider un office, pourquoi pas... Alors, c'est vrai que, globalement, si vous voulez, on intervient plus, enfin on essaye malgré tout d'intervenir, on donne la priorité aux structures associatives ou autres qui ont des petits moyens. C'est sûr que lorsque vous avez une structure un peu plus importante qui a un peu des fonds, mais dans la mesure où c'est intéressant, on ne va pas se limiter non plus, on ne va pas dire « Ah bah oui, mais vous avez de l'argent et tout ». Si c'est vraiment quelque chose qui sort de son fonctionnement normal, après tout, pourquoi pas. Bon, on donne quand même la priorité aux associations, aux structures qui ont des petits moyens. Alors ça, ce sont tous les porteurs de projets. Donc vous voyez, c'est tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de limite proprement dit, dès lors que c'est dans l'intérêt général. Ensuite, vous avez les donateurs. Alors, les bénévoles, commençons d'abord par les bénévoles. Alors, vous avez de multiples bénévoles, bien entendu, des bénévoles qui interviennent dans toutes ces structures-là. Et on part du principe, si vous voulez, on a vu à travers le film, c'est que en réalité, chacun doit pouvoir agir à son niveau en fonction de ses moyens. Hein, et voilà. Ça peut être des petits moyens, tant mieux si c'est des grands moyens, mais ça peut être des petits moyens et on est persuadé que si toute la société civile, ensemble, tous, petits, grands, et tous les petits, nous sommes nombreux quand même, hein, si on multiplie des petits efforts par 60 millions d'individus, on arrive à des choses merveilleuses. Et on peut faire des choses merveilleuses avec des petits moyens. Donc tous les bénévoles, tout le monde, eh bien, bien sûr, on soutient, on accompagne leurs interventions. Ensuite, nous avons les donateurs. Alors les donateurs, il ne faut pas croire, parce que souvent on a tendance à dire « ouais, la Fondation de France, les donateurs sont des grands ». Pas du tout. Ce ne sont pas des grands donateurs. Il peut y avoir des grands donateurs, encore qu'il y a plus de grands, non pas donateurs, mais dans les legs. On a des gros legs, mais c'est autre chose, ça. Mais les donateurs, ce sont des petits donateurs. Le leg moyen, je crois, en France, doit se situer du donateur en France, d'après les études qui ont été de l'Observatoire de la Fondation de France, aux alentours de 400 ou 460 euros, je crois, par an. On est tout à fait, même en dessous. Le don, oui. Non, j'ai dit don. Oui, je parlais du don, oui. Et donc, de 460 euros de dons par an. Et donc, on est dans ce niveau-là. Vous avez des gens qui donnent 10 euros, 20 euros par mois, d'une façon régulière. Donc, on soutient, bien sûr, ces personnes. Et puis, vous avez également, donc, on va accompagner les fondateurs. Les fondateurs. Alors, les fondateurs, c'est quoi ? Eh bien, et les fondateurs, parce que la Fondation de France est la première fondation abritante de fondations abritées, ce qu'on appelle les fonds sous égide, fondation et les FSE. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu barbare de dire ça. C'est quoi ? La première, la deuxième, c'est l'Institut de France. Donc, la Fondation de France a environ 850 fondations abritées. Ensuite, l'Institut de France a je crois qu'il y en a il me semble 200. Et Caritas, 95. Et après, il y en a d'autres. Donc, on est de loin la première fondation abritante de fondations sous égide. L'intérêt, c'est quoi une fondation sous égide ? C'est que lorsque vous avez des fonds et que vous voulez vous-même réaliser des opérations d'intérêt général, eh bien, vous adressez à la Fondation de France, vous passez une convention avec elle, et vous avez, via la Fondation de France, tout de suite le statut de fondation d'utilité publique. Alors que pour avoir le statut de fondation d'utilité publique en termes, si on ne passe pas par une abritante, eh bien, il faut passer. La règle est très compliquée. D'abord, il faut
apporter 1,5 million de capital, alors que chez nous, pour créer une fondation, on apporte 200 000 € sur 5 ans, quel que soit ça peut être réparti, égalitaire ou peu importe, sur 5 ans. Et 1,5 million, une fondation d'utilité publique, c'est 1,5 million avec avis du Conseil d'État, et ça prend 3, 4, 5 ans. Quand vous voulez créer une fondation chez nous, eh bien, en quelques mois, en 2 mois, 3 mois, même ça peut être quelquefois plus court, donc la fondation est créée. Et vous avez... Alors, c'est clair que une fondation abritée n'a pas de statut juridique proprement dit, puisque c'est la Fondation de France qui est abritante. C'est elle qui lui donne le statut d'utilité publique. Et c'est elle qui en assume l'entière responsabilité juridique. Donc les fondateurs sont complètement dégagés du risque fiscal, parce qu'il y a un risque fiscal qui est loin d'être négligeable, hein, parce qu'il y a quand même des crédits fiscaux attachés aux opérations qui sont très importantes. Donc pour peu qu'on est disqualifié de l'intérêt général, il peut y avoir des redressements fiscaux tout à fait significatifs. La Fondation de France, c'est elle la responsable, donc c'est elle qui, en réalité, assume, et donc il n'y a pas de problème, parce qu'on prend bien sûr tous les moyens et les vérifications qu'il faut. Donc voilà. Et cette fondation abritée, en réalité, est quasiment autonome. Parce que, si vous voulez, la collégialité, la gouvernance se fait par les fondateurs et eux-mêmes. Et ils choisissent qui ils veulent. Ils choisissent soit tout seul, mais en général, c'est des groupes d'amis ou de gens, de personnes qualifiées. Alors, c'est vrai que la Fondation de France... il y a un conseil d'administration. La Fondation de France donc intervient au conseil d'administration, mais uniquement pour donner un veto si les décisions qui sont prises dérapent complètement et vont en dehors de l'intérêt général. Donc c'est pour garantir que les actions vont bien dans le bon sens de l'intérêt général que la Fondation de France est là, mais autrement, le fondateur choisit lui-même ses propres actions. Il dit au responsable de la Fondation de France qui le suit, ben voilà, vous versez les fonds à tel endroit, sur telle opération, et sur... voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et oui, et si les fonds sont placés, parce que si les fonds sont placés, il est bien entendu que les revenus de ces fonds reviennent qu'à la fondation, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas de structure juridique, comme je l'ai dit, les revenus ne reviennent qu'à cette fondation. Et aucune somme ne doit sortir, donc les fonds sont réservés à la fondation que vous avez créée, entièrement et totalement. Oui, juste... oui, et puis les mécènes. Voilà. Alors, sinon, quand même, très important. Donc, en réalité, la Fondation de France, si vous voulez, elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas acteur elle intervient pas. Elle intervient sur le terrain, mais pas personnellement. Elle est là pour accompagner, soutenir tous les projets et les démultiplier, leur donner de la valeur ajoutée, apporter des services. Hein. Et donc, alors c'est pour ça que c'est difficile de la définir. C'est plus facile de dire, bon, il y a une fondation Resto du Cœur, oui, mais c'est facile. Évidemment, s'occuper de restauration, ben, c'est clair, c'est facile. Alors que nous, on est là pour aider les autres et non pas pour, proprement dit, agir dans un domaine précis on n'est pas acteur proprement dit. Alors, dans quel domaine intervient-on ? Eh bien, il n'y a pas de tout domaine dès lors que, si vous voulez, les opérations rentrent dans le cadre de l'intérêt général. L'intérêt général, d'ailleurs, au passage, c'est pas toujours évident
à définir, parce que vous savez, entre la loi sur l'économie sociale et solidaire, la loi donc sur le RSE et autres, on est quelquefois, c'est pas toujours évident, mais bon, on sait gérer ça. Et donc, on est dans tous les domaines de l'intérêt général. Alors, regardez les domaines, vous avez le grand âge, cancer, lutte contre la précarité et le logement. En réalité, on peut les classer en 4 catégories. Les personnes vulnérables. Alors, les personnes vulnérables, c'est le problème d'handicap, d'autisme, d'aide au logement, les sans-logement, la précarité, la solitude, le grand âge avec ce handicap. Donc, voilà. Et pour ce faire, en fait, ce champ d'intervention, on distribue, parce que donc on distribue des fonds, on distribue à peu près 65 millions uniquement sur les personnes vulnérables. Ensuite, en France, oui. L'autre domaine, c'est le domaine de développement de la connaissance. Alors, développement de la connaissance, c'est un peu large parce que ça comprend aussi bien l'éducation, la culture et la recherche. Et là, on distribue 90 millions. Donc la recherche médicale, par exemple, hein, qui est très importante. La culture, dans la mesure où c'est toujours pareil, la culture, pour nous, c'est un élément important pour permettre l'insertion de personnes en difficulté. Et donc, il y a des gens qui sont, ou des zones qui sont en déshérence culturelle. Donc, c'est important d'intervenir pour essayer de créer du lien social à travers cette culture. Donc, voilà. Le troisième point, champ d'application, c'est l'environnement. Parce que l'environnement, c'est un véritable problème quand même. Donc, voir un peu quel est l'impact dans l'environnement des activités agricoles, des activités industrielles et autres. Et donc, l'environnement, c'est quelque chose d'important. Et le quatrième point, donc pour l'environnement, on doit distribuer 18 millions d'euros par an. Et ensuite, le quatrième, c'est sur la philanthropie, promouvoir les philanthropies. À titre d'exemple, par exemple, on pourrait prendre dans le domaine de la recherche. Actuellement, dans le domaine de la recherche médicale, on consacre chaque année 10 millions d'euros quand même sur la recherche médicale. 10 millions d'euros, c'est quand même énorme. Et on a 2 programmes, parce que chaque année, on établit la Fondation de France établit des programmes, des appels à projets. Il y a 2 domaines sur lesquels on intervient actuellement d'une façon prioritaire. C'est la lutte contre le cancer. Lutte contre le cancer en essayant de cibler toujours des choses qui ne se font pas ailleurs, quoi, hein. Et donc, lutte contre le cancer, eh bien, c'est essentiellement la résistance au traitement, résistance au traitement et l'impact que peut avoir l'environnement sur la santé, notamment. Hein, puis également un problème donc, de mobilité internationale. Donc, recherche sur le cancer, les maladies. Jacques, il y a à la fois cette volonté d'intervenir sur le temps court de l'urgence et des vulnérabilités. Oui. Il y a aussi la volonté d'intervenir sur le temps plus long, qui est celui de la recherche, de l'éducation, de la culture. Voilà. Et enfin, il y a le temps de l'agilité, où on va être là plus sur accompagner de l'expérimentation. Parce qu'à un moment, en tant que fondation privée, c'est ce qu'on revoyait aujourd'hui dans nos jurys, on a cette vocation de prendre des paris aussi sur des équipes qui ne sont peut-être pas encore complètement identifiées par des collectivités, des pouvoirs publics, qui ne sont peut-être pas encore complètement structurées, et de les accompagner sur leurs projets en se disant, bon, ben voilà, il y a peut-être ce risque-là, mais on est aussi là pour ça. Alors, le fait d'avoir, et au niveau de l'urgence, par exemple, au niveau de l'urgence, on intervient sur les programmes, par exemple, bien sûr, sur les cyclones donc aux Antilles, on est intervenu avec une très grande rapidité. En 24 heures, on avait lancé l'appel à solidarité, on a collecté 14 millions. En 48 heures, on était sur place
pour voir un peu pour faire une analyse des problématiques et voir sur qui on pouvait s'appuyer, parce que toujours il faut s'appuyer sur les locaux, hein, et si on veut que ça soit pérennisé, on ne va pas lancer l'argent comme ça n'a aucune utilité, autrement l'argent se perd, hein, si on ne va pas sur place. Voilà. Et le fait que, si vous voulez, on soit multi-causes, comme ça, intérêt général, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que vous savez bien que tout est lié, tout est interconnecté. Quand vous avez des problèmes de santé, c'est aussi lié à des problèmes d'emploi, c'est des problèmes de logement, c'est des problèmes l'éducation, etc., de culture. Donc tout est lié. Donc ça permet comme ça de mieux appréhender les sujets, hein, et puis de mieux les comprendre. Alors ensuite, nous sommes donc le premier réseau philanthropique de France, hein, et donc premier réseau philanthropique de France. En fait, là-dessus, on peut peut-être repositionner le paysage. Le paysage, c'est qu'en France, il y a 1 500 000 associations. Donc, pour les donateurs, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans ce paysage associatif. Il n'est pas toujours évident d'identifier une association de quartier qui va être pertinente pour mener un projet. Et qu'à un moment, la Fondation de France, elle est dans la mise en lien, elle est dans l'identification de ses acteurs et l'accompagnement de projet. Elle est aussi en réseau avec ses fondateurs, Jacques en a parlé. Donc à un moment, on a d'un côté des fondateurs qui peuvent être en recherche de projets, qui ne trouvent pas de projet à mettre en face de fonds qui veulent investir sur des projets. Donc la Fondation de France, elle a vraiment ce rôle-là de mettre en collectif des intentions généreuses et de faire des liens, d'être le trait d'union entre d'un côté un donateur qui a envie mais qui ne sait peut-être pas forcément comment être utile sur tel sujet, et de l'autre côté des fondateurs et des potentiels donateurs, petits donateurs, grands donateurs, qui sont eux de leur côté en recherche de projets. Oui, et puis également du fait de ce réseau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a traité depuis l'origine 170 000 dossiers depuis l'origine. Vous voyez, donc on a un réseau d'acteurs, d'associations, de partenaires, et donc on peut... et puis on a quand même les 850 fondations abritées qui peuvent nous aider. Et donc on peut mutualiser les fonds. C'est ainsi que, par exemple, sur la recherche médicale, on mutualise les fonds et on arrive à lever des fonds significatifs. Ou bien aussi les bourses Déclic Jeunes, c'est pareil, ils sont mutualisés entre les différentes fondations. Donc ça permet à plusieurs de faire des opérations significatives, hein. Et puis également, donc, dans toute réseau, on le fait vivre. On a l'Observatoire de la Fondation de France qui met à jour, qui étudie qui fait des études sur l'évolution de la philanthropie, voir comment ça évolue, où il faut intervenir. Bon, tout ça, c'est mis à connaissance de tout le monde, et ça permet d'avoir des acteurs qui savent où ils vont, qui ont des chemins qui leur sont un peu tracés, et qui arrivent à prendre des bonnes directions parce qu'on leur donne les éléments nécessaires à leurs actions. Donc, à retenir un peu en synthèse de cette première partie faite par Jacques, cette conviction initiale de la Fondation de France qui est de dire chacun à son niveau, on peut agir pour l'intérêt général. Le fait, à un moment, la Fondation de France, c'est vraiment la fondation de toutes les causes, et on va préciser après nos modalités d'intervention. Et troisièmement, cette notion de réseau, c'est-à-dire que tout seul dans son coin, on fait parfois plus vite, mais souvent moins bien. Donc vraiment cette envie de cultiver l'intelligence collective et de mettre en commun des réflexions sociétales. Donc on va rentrer là dans les métiers et nos modes d'intervention plus en détail. Donc la Fondation de France, elle a 2 métiers.
Jacques en a un peu esquissé les contours, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, premièrement, on va fabriquer nos propres programmes d'intervention. Donc, Jacques l'a dit, on travaille sur toutes les causes qu'on a citées. Ce métier-là, c'est un métier qui va... c'est le métier du lien et du trait d'union dont je parlais. C'est le fait, à un moment, de collecter et gérer les fonds des donateurs, de testateurs, de mécènes. Et ça va être de détecter, sélectionner des projets. Donc la Fondation de France, Jacques parlait des comités d'experts. Quand on fabrique un programme, on va prendre par exemple un programme sur... alors on voyait aujourd'hui des demandes sur les personnes âgées. Quand on fabrique un programme, quand on veut intervenir sur un secteur, on va réfléchir. Alors je sais que le Conseil de développement a des réflexions aussi autour de ça, mais on va réfléchir sur comment, avec nos moyens, on peut être intelligent avec notre mise de fonds. Donc on va se dire, bah voilà, sur notre programme personnes âgées, on a 1 500 000 euros de financement possible dans l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec cet argent-là, qui n'est pas peut-être complètement fait par les pouvoirs publics, par les collectivités. Donc on va mettre autour de la table, et ça c'est une des forces de la Fondation de France, c'est qu'on va mettre autour de la table des professionnels, de l'aide à domicile, des professionnels des EHPAD, mais on va aussi élargir le scope pour mettre des personnes qui travaillent sur l'urbanisme, on va mettre des personnes qui travaillent sur l'habitat, le logement, et on va dire, bon ben voilà, aujourd'hui sur le secteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent ? Sur la personne âgée, par exemple, on a 2 programmes aujourd'hui. Le premier pose la question du droit au choix et du droit au risque en établissement et à domicile. Comment aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus normé, où je vais accueillir parfois 20 résidents dans un EHPAD, mais parfois 50, parfois 100, parfois 150, où j'ai des contraintes organisationnelles, moi, en tant que directeur d'EHPAD, comment je redonne la parole à mon résident et comment moi je vais prendre en compte sa liberté de choix, sa liberté de risque au sein de l'établissement. Comment, par exemple, une personne atteinte de maladies neurodégénératives peut circuler librement dans un établissement. Comment on ne va pas mettre des digicodes aux portes ou comment on va permettre une libre circulation dans l'établissement. Donc la Fondation de France, sur ce sujet-là, elle va dire on va lancer un appel à projet et on va accompagner des équipes du domicile, des établissements, pour qu'ils réfléchissent à inventer des solutions pour mieux prendre en compte la liberté de choix et la liberté de risque. Oui, permettre à une personne malade d'Alzheimer de déambuler, de sortir dans la rue la nuit est évidemment un risque pour un directeur d'établissement. Comment on va leur permettre, comment des équipes vont réfléchir pour intégrer ça dans leur façon de faire. Donc la Fondation de France, elle a vraiment ce rôle au travers de ces programmes, d'amener des acteurs à réfléchir à leurs pratiques, à les analyser, à proposer d'autres solutions, à faire des pas de côté. Et ça, c'est vrai dans le monde de la personne âgée, mais c'est vrai sur la santé des jeunes, c'est vrai dans la culture. Et il y a toujours cette logique-là, quand on fabrique un programme, d'amener plusieurs professionnels à réfléchir en amont à une problématique et après à la mettre en œuvre sur le terrain. Oui, parce que trop souvent, les partenaires, ils travaillent chacun de son côté et ça manque de coordination. On les met ensemble et on trouve des solutions. Donc, on va fabriquer ces appels à projets qui vont inviter les associations à nous envoyer des projets qu'on va aller voir sur le terrain, discuter avec eux des projets, parce que c'est pareil aujourd'hui. Alors, vous êtes, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous dans des associations, mais remplir un dossier, c'est pas toujours évident. Ça prend beaucoup de temps. On n'a pas toujours les compétences. On maîtrise pas toujours toutes les phases de gestion du projet. Donc, à un moment, notre équipe de bénévoles, elle est là aussi pour dépasser le stade du dossier, parce qu'on a des équipes sur le terrain qui parfois ne savent pas, par exemple, rédiger, mais qui vont bien défendre une demande à l'oral. Ça, on va en tenir compte. Et c'est cette volonté-là aussi de la Fondation de France d'être vraiment en proximité. Donc, c'est vraiment cette chaîne. Et on va, après, voir ce qui remonte
Et quand on va avoir une photo, par exemple, sur on l'avait aujourd'hui, mais dans le domaine des personnes âgées, on a de plus en plus de projets avec du numérique qui peuvent remonter. Donc, comment on utilise l'outil numérique comme outil de lien social, par exemple. Comment on accompagne, on avait pas mal de projets de jardins thérapeutiques aussi. Voilà, on peut détecter un peu des tendances de développement de projets. Et donc, au travers de ces échanges sur le terrain, on va pouvoir aussi qualifier la demande et mieux l'accompagner. Donc ça, c'est notre premier métier. Donc c'est de manière concrète, c'est la Fondation de France, elle décline tous les ans une quarantaine d'appels à projets. Et la sélection est assez sévère, hein, parce qu'on verra après, mais c'est... En gros, sur 100 dossiers reçus, on va en voir 1 sur 2 et on en accompagne 1 sur 3 financièrement. Oui, parce qu'il faut que la structure tienne la route, il faut qu'elle soit pérenne, il faut que l'idée soit suffisamment intéressante, innovante. Donc, voilà, tout ça. Donc, chaque année, alors les chiffres sont après, je vais vous les montrer vite fait. Mais chaque année, c'est 9800 projets soutenus pour à peu près 175 millions d'euros. Sur la France, au niveau national. Est-ce que sur ce premier métier, vous avez des questions? Donc, allez-y. Donc alors, sur le plan national, quand même, moi j'ai une question. Vous avez indiqué les répartitions selon les thématiques, en quelque sorte, hein, les personnes en difficulté, la recherche, l'éducation, la culture. Donc 65 millions d'euros d'un côté, 90 de l'autre, 18 dans un troisième. Comment ces volumes sont établis? C'est par rapport à la demande, aux besoins, ou est-ce que c'est la fondation qui, à un moment, dit on va mettre 20 millions sur telle thématique, 60 sur l'autre? Enfin, Alors, en fait, il faut en revenir à notre vocation initiale, qui est de mettre en œuvre la générosité des donateurs. Donc, des donateurs vont vouloir affecter leurs dons à une cause bien particulière. Donc, nous, on va mettre en œuvre leur volonté dans cette cause-là. D'autres, et beaucoup de donateurs sont aussi là-dessus, vont les affecter plutôt à des actions prioritaires et vont finalement déléguer à la Fondation de France le choix de mettre l'argent là où peut-être c'est le plus urgent en ce moment. Donc les deux sont possibles. Sur la sélection des associations ? Alors, en fait, les critères sont liés à... Dans la définition de chaque appel à projet, on va avoir des critères qui vont varier. Donc, il va y avoir des critères de sérieux du porteur de projet. Donc, ça va être, il existe depuis quand? Est-ce qu'il a un conseil d'administration? Quelle est sa gouvernance? Comment il est organisé? Est-ce qu'il est reconnu? Voilà, des questions de manière générale sur l'organisme. Et après, on va descendre au niveau du projet. Et donc, sur le projet, on va aller chercher, savoir si pour le porteur de projet, il y a des objectifs. On est vraiment dans une logique de projet. Donc, savoir après, on regarde le budget du prévisionnel. Par exemple, hein, le budget prévisionnel, telle dépense, comment ça correspond à quoi? Pourquoi vous faites ça? C'est peut-être trop, puis on essaye de corriger, on les aide. Donc, s'il faut, on travaille avec eux là-dessus. Donc, on va regarder à la fois des éléments financiers et en complémentarité des éléments projets. Qui vont être comment évaluer son action, par exemple, et on est vigilant sur les aspects d'évaluation. On va regarder comment il décline son action, la cohérence de la chaîne projet, en fait. Donc, j'ai des objectifs, en face, je mets des actions, je vais les évaluer au travers de quelques indicateurs pour arriver dans 1 an ou 2 à dire si, globalement, j'ai atteint mes objectifs. Puis vous avez les grands principes, si vous voulez, qu'on lance. Par exemple, pour les personnes âgées, le fait d'être libre de leur choix, c'est un élément important. Donc il faut que dans le projet, ça ressort. Si c'est là-dessus. D'autres questions sur ce premier métier, qui est le métier de la redistribution et des projets? On avance sur le second. Donc,
Le second, Jacques en a dit beaucoup, donc je serai plus bref. Là aussi, l'idée de la Fondation de France, elle va rencontrer des entreprises et ou des particuliers qui vont venir nous voir pour nous dire, bon ben voilà, moi aujourd'hui, je vais prendre un exemple, mais c'est par exemple un chef d'entreprise qui, au moment où il revend son entreprise, va dire, bon bah moi je voudrais consacrer une partie de cet argent à l'intérêt général parce que moi j'ai pu prendre l'ascenseur social par exemple par le système universitaire, la collectivité m'a aidé dans mon parcours et aujourd'hui j'ai envie de rendre à la collectivité, j'ai envie de faire un retour à la collectivité. Donc dans ces cas-là, il va venir nous voir, nous dire, bon ben voilà, moi j'aimerais mettre en œuvre un projet qui est basé sur la recherche sur le cancer ou sur le handicap. Bien souvent, ça croise un chemin de vie qui, à un moment, a été percuté personnellement par un accident de la vie et qui va être en prise avec une cause, qui ne va pas savoir forcément comment faire pour mettre en œuvre son projet et qui va venir nous voir pour dire, bon ben voilà, moi, j'ai envie d'accompagner des actions dans le handicap. Je n'ai pas envie de m'embêter à prendre en charge la gestion de ma fondation. Donc j'aimerais que la Fondation de France prenne en charge le quotidien, l'ingénierie de montage, la gestion, une fois que la fondation est montée. J'ai aussi envie d'être en réseau avec d'autres fondateurs qui auront peut-être l'envie de travailler sur le handicap. Parce que là, j'arrive, je suis tout seul dans mon coin. Le fondateur, par nature, peut être comme l'entrepreneur, assez isolé. Donc, un des buts de la Fondation de France, c'est vraiment de ramener vers le collectif. C'est souvent plus facile de recevoir, de recevoir les fonds que de les distribuer. C'est très dur de distribuer les fonds. À qui distribuer, où, comment, à qui. Enfin, donc, c'est là où notre expérience est utile. Donc, on va les conseiller. Certains vont nous demander un accompagnement pour créer leur propre appel à projet. D'autres ne vont pas, vont juste souhaiter une gestion plus classique et vont pouvoir, parce qu'on prend en charge le projet, se concentrer sur leur politique de financement. Voilà. Et ils vont comme ça, au cours de l'année, développer leur propre projet. Donc Jacques le disait, en fait, la Fondation de France, elle abrite un peu plus de 850 fondations. La plus petite fondation, elle a 200 000 euros de capital, donc elle va distribuer dans l'année à 2-3 projets. La plus importante, elle a près de 400 millions d'euros de capital. Donc elle, par contre, elle va distribuer à plusieurs centaines, voire milliers de projets. Et le savoir-faire de la Fondation de France, c'est vraiment de mélanger le petit artisan de la philanthropie et la grande surface de la philanthropie. Oui, non, est-ce qu'il y a, par exemple, dans les fondations abritées, une fondation qui distribue plus d'argent que la Fondation de France elle-même? Oui, parce que la Fondation de France n'est pas la plus grosse fondation. On est la fondation de tutelle, mais on n'est pas la plus importante en termes de capital. Donc la Fondation de France, elle distribue chaque année, sur les 195, on distribue 35 à 40 millions d'euros. D'accord. Et globalement, si on fait le total des 815 et de la Fondation, ça fait un montant... c'est les 175 que je vous montrais là. Ah ok, ouais. C'est le cumul de... C'est le cumul de l'ensemble de... 75 millions, c'est le cumul. Et toujours dans cette optique de réseau, donc c'est la deuxième flèche, clic-clac. Certains, parce qu'ils sont convaincus de la démarche de création de programmes, vont dire, bon, bah, nous, ça nous intéresse de travailler à la Fondation de France. Et c'est toute la différence que la Fondation de France peut apporter avec simplement du conseil philanthropique, c'est que certains viennent chez nous parce qu'ils veulent être accompagnés sur la partie sociétale. Et donc, ils vont venir nous voir en disant, bah voilà, moi, je veux me consacrer au handicap, mais c'est un champ que je ne connais pas bien, je ne connais pas le secteur. Aidez-moi à monter un appel à projet et à me lancer dans la démarche. Donc, pour les associations, quand il y a des publics associatifs, quand vous regardez des financements de la Fondation de France, vous regardez les appels à projets de la Fondation de France, mais il y a aussi sur notre site toutes les fondations abritées avec leur propre politique de financement, qui sont autant de ressources possibles pour les projets. Est-ce que c'est clair sur ces deux métiers ?
D'autres questions? J'avance. Juste je crois que c'est important de le dire. Bon, si vous voulez, tout ça, ça se gère. Il y a 850 fondations. Ça veut dire 850 comptabilités déjà. Et puis les services et tout. Et les frais de gestion, je crois qu'on a été là-dessus, on a été primé comme étant vraiment très raisonnable, puisqu'on est à 7% de frais de gestion globalement, ce qui est très peu pour en fait le travail que ça représente. Hein, ouais, c'est bien. Donc en quelques chiffres, je ne vous les recite pas, mais voilà. Donc on va passer à la partie locale de l'étape pour répondre à votre question. Donc la Fondation de France, elle a souhaité s'organiser il y a une vingtaine d'années de ça, en mettant en place un réseau de fondations régionales. Donc il y en a 6 en France, plus la région Centre qui est en fait gérée par notre siège national. Donc là, vous avez sur notre territoire du Grand Ouest, avec l'ensemble des équipes bénévoles qui maillent ce territoire. Donc ces bénévoles, c'est pour beaucoup, ils travaillent sur la partie redistribution, le premier métier. D'autres, comme Jacques, travaillent sur la partie collecte, puisque à la Fondation de France, on ne redistribue que ce qu'on arrive à collecter. Donc, beaucoup viennent des mondes sanitaires, sociaux, de l'éducation, de la culture, de l'environnement. Et puis d'autres viennent plutôt des milieux économiques, des réseaux des CCI, du réseau. On salue Daniel d'ailleurs, qui est au fond un autre bénévole de notre équipe que vous voyez là. Et donc, eux travaillent plutôt sur la partie renseigner des porteurs de projets de fondation, renseigner les professions qui sont au contact de porteurs de projets potentiels, sur la partie mécénat des entreprises, puisqu'on a en région aussi une action de rencontre des réseaux, des acteurs, pour les sensibiliser. Il y a vraiment une mission de développement de la philanthropie à la Fondation de France. Et ça se fait aussi sur le terrain parce qu'on est en local et en capacité de rencontrer des réseaux, des acteurs. Donc il y a aussi des notaires, des avocats, des banquiers. Et donc il y a 30 bénévoles sur le Grand Ouest et 35 même. Et 35 et 5 salariés. 4, 5. Voilà, 5 permanents avec 5 un bureau permanents à Nantes, un bureau à Rennes, voilà, et un maillage territorial de proximité sur l'ensemble des départements. La présidente de Bretagne, Laurence Lambert, qui est tout en haut, là. Voilà. Présidence de la région de Bretagne. Là, voilà. Voilà. Donc, sur ce métier, alors là, on est vraiment sur la proximité et la déclinaison opérationnelle, mais cette équipe de bénévoles sur l'aspect redistribution, donc 2/3 de l'équipe bénévole travaille sur ces aspects-là. On va diffuser les appels à projets, puisqu'à un moment, il faut aller les chercher, les projets. Donc ça, c'est une activité d'information des têtes de réseau associatives, de faire connaître les offres, de les expliquer, parce que il y a toujours un écart entre ce qu'on a écrit sur un beau papier et puis la compréhension. Donc ça s'accompagne. Derrière, l'idée générale, c'est de faire fonctionner une équipe et une intelligence collective. Et on va toujours être sur un principe de décision collégiale. Donc quand on reçoit un projet, il est systématiquement vu par minimum 3 personnes et en règle générale plutôt 7 ou 8. On va aller instruction sur site ici, rencontrer un porteur de projet sur 2, donc aller discuter avec lui de son projet, qu'il puisse le défendre à l'oral. Que nous, on soit aussi plus en prise avec lui, parce qu'on ne comprend pas forcément tout quand on lit un dossier. Donc pour nous, c'est aussi une aide précieuse que de rencontrer les associations en direct. Il y aura une phase de décision où, de manière collégiale, on va... parce que ce qui est attendu de la Fondation de France aussi, est-ce qu'elle va nous donner les moyens de travailler? Donc, il y a cette phase-là.
Et ça, c'est plutôt comme quand on sort un décret, c'est pas, ou une loi, c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est le début. Parce que derrière, il y a toute l'action de mise en œuvre par le porteur de projet du projet. Donc la Fondation de France, elle va suivre aussi l'action, elle va l'évaluer. La Fondation de France, elle a aussi un rôle de faire réfléchir les acteurs ensemble, d'appui méthodologique, de valorisation. Donc on a vraiment ce rôle-là. Non seulement d'accompagner financièrement des projets, mais aussi de faire réfléchir ensemble des acteurs, de les faire travailler ensemble. Et ça se décline avec cette équipe concrètement sur le territoire. Donc là, on est vraiment sur le métier de la redistribution. Des questions? Alors le contrôle, il est là en fait. Alors j'avance. Le contrôle, il est là sur l'évaluation. Donc l'évaluation, ça va être à la fois une logique d'aller voir où on en est sur le projet, de savoir si l'équipe elle avance comme elle le souhaitait, de savoir quelles difficultés on rencontre. On essaye à la Fondation de France d'être dans la vraie vie. Or, dans la vraie vie, on avait planifié de faire les choses en 12 mois, ça se passe en 18. On avait planifié de courir après 3 objectifs, on n'en a attrapé que 2. Donc on reste en prise avec les porteurs de projets pour être au contact de ça et valider la manière dont ils avancent. Et l'instruction peut-être en 2 temps, parce que quelquefois, en fait, on demande des compléments ou des modifications en disant écoutez, ok, votre dossier est bon, mais ça va pas. Là, il faut préciser bien en fait votre objectif ou bien insister sur tel point et revenez et à ce moment-là, on reverra le dossier avant la décision finale. Ça arrive quand même de temps en temps. Oui, on reste en dialogue avec les acteurs. Oui, c'est du dialogue, c'est pas du. Sur, y a vraiment, on est vraiment sur le terrain. Hein, on est avec eux, avec les membres de l'association, des associations, des structures. Hein, on est vraiment en dialogue permanent. Est-ce que vous pouvez illustrer ça par un exemple, j'en sais rien, d'un projet que vous avez sélectionné sur le territoire pour savoir comment ça s'est passé? Alors, on en a plein, mais on parle après sur notre programme enfance, sur les lauriers. On a parlé sur les lauriers, là, tout à l'heure, oui. On va citer quelques exemples de projets accompagnés. Voilà. Alors, sur l'urgence, on est identifié comme un collecteur sur les catastrophes naturelles, bien souvent. Donc, effectivement, la dernière, c'était Irma. Il y a eu Haïti aussi, il y a eu le tsunami. Donc la Fondation de France, elle est identifiée pour sa capacité à collecter, organiser la redistribution. Donc par exemple sur Irma, on a dans les 24 heures, il y a eu un appel qui a été lancé. Donc la Fondation de France a collecté, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. On a envoyé une mission sur place dans les 72 heures. Sur le terrain, donc une équipe de 3-4 personnes qui est allée à Saint-Martin, qui a été faire un diagnostic des besoins, sachant que on a l'habitude des catastrophes naturelles, donc on sait qu'à un moment, alors ça varie, Haïti n'avait rien à voir avec Saint-Martin par exemple, puisque le niveau de destruction était loin d'être le même. Saint-Martin, on était plutôt avec des maisons qui avaient gardé leur fondation, mais qui avaient plus leur toit. C'est une généralité, c'est évidemment pas vrai pour tout, mais le niveau de destruction n'était pas le même. Il y avait à Haïti, par exemple, une problématique de gestion des déchets qu'on n'a pas eu à Saint-Martin. Et après, on va là aussi lancer des programmes de financement où on va pouvoir être sollicité par les acteurs et accompagner les acteurs. Mais c'est organisé, c'est-à-dire que on va à un moment prioriser les besoins et choisir. Donc sur les urgences, on a un principe, c'est on intervient à la fois en urgence, donc sur les vitales, fournir de l'eau, fournir des soins, fournir de l'accès à des médicaments, etc. Et puis on va essayer aussi pour une partie de la collecte d'étaler dans la durée pour travailler de manière plus structurelle. Et on est toujours à faire un mix sur les deux. Et il y a toujours, par exemple à Saint-Martin, il y a toujours quelqu'un qui
qui intervient pour suivre, pour aider, pour voir comment ça évolue. Hein, parce que et après, c'est une exigence qu'on a. Et on a le cas, de manière systématique parce qu'on a aussi, alors c'est particulier à l'aide humanitaire éloignée, mais on a aussi le point de vigilance que ça soit utile localement. Alors on sait que sur toutes les urgences humanitaires, il y a moult collectes qui sont organisées. Donc on va regarder que les biens collectés en France, par exemple, pour localement, sont d'une utilité. On s'aperçoit à chaque fois qu'il y a des choses qui sont tout à fait utiles, mais qu'il y en a d'autres qui ne trouveront pas sur place de débouchés parce qu'il n'y a pas d'utilité. Donc on va être regardant là-dessus et on va avoir cette exigence-là aussi. Donc j'en viens à quelques points d'accroche sur des temps forts qu'on a eus. Donc on va reparler de projets qu'on a pu accompagner. Donc on a un programme, parmi nos programmes de redistribution, il y a un programme qui est territorialisé, qui s'appelle les pétillantes initiatives de la Fondation de France. Donc on vous a expliqué que la Fondation de France, elle travaillait par cause et par thème. Là, l'entrée a été un peu différente. On a choisi de travailler sur un territoire qui a été identifié pour ses fragilités économiques et sociales. Donc ce territoire, c'est le Saumurois et les vallées d'Anjou, territoire assez rural. Et là, c'est le temps agile de l'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure. On est à dire... Bon, ben voilà, c'est un territoire qui va rencontrer des problèmes de mobilité, des problèmes de santé publique, des problèmes d'éducation. Comment les acteurs vont, avec la participation des habitants, se saisir de ces problématiques et apporter des réponses. Donc, on est à accompagner ici des initiatives qui peuvent être très variées, où on va aller regarder comment différents acteurs associatifs travaillent ensemble sur les thématiques. Donc, on va les amener à travailler en réseau. Et on va aller regarder comment ils impliquent les habitants dans leur démarche, donc sur un mode très participatif. Donc ça, c'est un programme qu'on a lancé il y a 3 années. Là, vous voyez une photo, c'est un temps de valorisation qu'on a fait au Théâtre de Saumur en fin d'année dernière, en décembre 2017, où on a donné à voir voilà, les initiatives. Et pour revenir à ce que Jacques expliquait au tout début, Jacques nous disait au tout début, la Fondation de France, elle est issue d'une fondation communautaire américaine. Et en fait, les caractéristiques des fondations communautaires, c'est d'agir sur un territoire restreint, de collecter sur ce territoire au bénéfice des acteurs du territoire et dans toutes les causes de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on fait là sur le Saumurois. Donc on a accompagné une trentaine de projets au jour d'aujourd'hui. On est aussi, en plus de projets classiques qui vont nous solliciter par des subventions, on va accompagner des idées, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément la capacité à monter par elles-mêmes un projet. Et on va dire, on sait que la première difficulté pour une personne, c'est les difficultés méthodologiques. Ça ne va pas être d'avoir les fonds. C'est-à-dire que pour monter un projet, il faut que le projet il soit déjà structuré. Or, il y a tout un tas de personnes qui peuvent ne pas avoir cette capacité à structurer des projets. Donc, ce que la Fondation de France dit, c'est on va baisser notre barrière d'entrée et on va, à partir d'une bonne idée, voilà, accompagner la personne pour l'aider à structurer son idée et qu'elle la développe en projet. Donc vous avez par exemple ici là, Tiffaine Levaillant, qui est à la base une conteuse, qui a monté une association autour de l'art oratoire et autour de l'art du conte, plus exactement. Elle va faire toute une activité auprès d'enfants en décrochage scolaire, parce que c'est des enfants qui, bien souvent, ont des difficultés avec l'écrit. Et elle avait cette idée-là, mais elle ne savait pas comment la mettre en œuvre. Donc, elle a suivi des ateliers d'accompagnement sur ce programme-là pour qu'elle puisse monter son idée, se mettre en réseau, aller contacter des écoles qui seraient intéressées par la démarche et des pédagogues qui seraient intéressés par la démarche.
2 ans après, elle travaille dans 3 écoles sur le territoire. Elle a monté son association et elle développe un partenariat avec les écoles qui sont en complémentarité de leurs actions, preneurs de ce type de démarche et d'intervention. Voilà un exemple sur une idée accompagnée. Voilà, on en a d'autres. Alors, on est très territorial. On en a d'autres qui réfléchissent à créer. Alors, on avait Peggy ici, là, hop, Peggy, qui, elle, réfléchit à créer une activité en circuit court de conserverie en utilisant tous les invendus des commerces. Donc, elle va récupérer fruits et légumes invendus qui partent souvent à la benne et elle met en œuvre une filière en essayant de faire du circuit court et de valoriser, donc avec une démarche environnementale aussi, et de valoriser ça, plus toute une démarche d'éducation alimentaire. Il y a aussi le film à roulettes, ils sont là, non? Le film à roulettes, ils sont quelque part par là. Ils sont quelque part là. Et en fait, le film à roulettes, c'est dans un endroit où la culture n'est pas, il n'y a pas d'accès à la culture, et qui va faire un festival autour du cinéma de plein air, pour regrouper tout le monde avec une très grande participation des collèges, de tout le monde, de tous ceux qui n'ont pas l'habitude voilà, et donc on y passe des films de haute qualité. Ça dure 7 jours. Et donc voilà. Alors pour répondre d'ailleurs à votre question sur le choix des critères, là un des critères était: est-ce que votre projet a vocation à redynamiser ce territoire qui est en voie de déshérence, vous voyez? Donc ça c'était important. Il fallait que ce projet permette de redynamiser le territoire. C'est un des critères. Voilà, et on est aussi dans la logique, et on a annoncé d'ailleurs à cette soirée notre premier partenariat, d'aller voir les entreprises du territoire pour leur expliquer l'intérêt de faire du mécénat, ce que ça peut apporter, à la fois pour le territoire. On sait qu'une entreprise qui travaille sur un territoire en bonne santé, elle va toujours mieux que sur un territoire en mauvaise santé. Donc on fait ce travail-là aussi concret, d'aller rencontrer, d'aller expliciter le programme pour mettre en place des partenariats et que les entreprises du territoire, dans une logique territoriale, accompagnent aussi des projets du territoire. On est dans l'intermédiation. Donc aujourd'hui, voilà, rapidement une petite cartographie de tout ce qu'on a pu, accompagner sur des initiatives d'habitants, des actions autour de l'éducation, de la formation et des actions autour de mobilité, de culture, etc. Donc ça, c'est un programme concret qui est complètement local et mis en œuvre par la Fondation de France Grand Ouest. Et on le voit, on est aussi sur, ici, un temps de valorisation des initiatives. Et à cette rencontre, il y avait les collectivités qui étaient là. Il y avait aussi d'autres acteurs associatifs, institutionnels, privés. Et là aussi, on est dans notre rôle de faire du lien. Chaque année, on organise, au programme de la Fondation de France, des réveillons de la solidarité. Donc c'est en général entre Noël et Jour de l'An. La vocation de ce programme, c'est de permettre à des personnes qui sont en fort isolement de se mettre à la fois de renouer du lien social, mais aussi de se mettre dans la fabrication de projets. C'est-à-dire que sur cet appel à projet, on va dire aux professionnels, lâchez prise, laissez vos habituels bénéficiaires, usagers, prendre la main et organiser de A à Z cet événement. Donc, selon la vulnérabilité des personnes, il y a bien sûr besoin de plus ou moins d'accompagnement, mais c'est un programme sur lequel on est vraiment en logique de dire aux professionnels, laissez faire vos usagers, et qu'ils soient en mode actif sur l'organisation complète de ces soirées. Donc on en accompagne chaque année une vingtaine qui ont lieu dans des centres sociaux, dans des lieux d'accueil de jour, où là on est vraiment sur des réveillons organisés par et pour des personnes vulnérables. Donc là, de manière concrète, on va aller voir comment est organisé le réveillon.
Est-ce qu'il y a des comités de pilotage qui sont faits? Quelle est la place des personnes dans ces comités de pilotage? Est-ce qu'il y a 3 élus associatifs, 3 élus locaux et un bénéficiaire qui est tout seul perdu dans tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, on est sur 20 usagers qui vont à un moment prendre le pouvoir sur l'organisation de l'événement? Et on va aller regarder de manière concrète ça. Donc chaque année, sur le Grand Ouest, c'est une vingtaine d'actions accompagnées. C'est à peu près 1500 participants sur ces réveillons. Troisième temps de valorisation, c'est chaque année on organise les lauriers de la Fondation de France. Les lauriers, en fait, ça va récompenser les projets les plus innovants. Alors, vous êtes, pour partie d'entre vous, impliqués dans le monde associatif. Vous savez que ces acteurs du quotidien, on ne les remercie pas toujours. Et la Fondation de France, elle fait attention d'un moment de valoriser des actions, de valoriser des démarches. Et on s'aperçoit que cette valorisation, elle est importante pour les acteurs. Que finalement, on ne leur dit pas toujours ou pas souvent merci. On leur renvoie pas, c'est l'effet miroir, mais on leur renvoie pas souvent que ce qu'ils font, c'est difficile, c'est bien, qu'ils sont sur le terrain. Si en France, aujourd'hui, on enlève les 1 500 000 associations qui travaillent, toutes les questions auxquelles on a à faire face, elles seraient décuplées. Donc, à un moment, c'est bien de le rappeler. Donc là, les 2 lauriers régionaux, ici, Boutchou. Boutchou, c'est une assistante maternelle à la base qui a été confrontée à la questionnement de l'accueil de l'enfant handicapé. Et elle s'est rendue compte, au travers de sa propre expérience, que finalement, en tant qu'assistante maternelle, elles n'étaient pas bien préparées pour accueillir le handicap ou la maladie chronique. Donc, elle a commencé à réfléchir à comment nous, réseau RAM, réseau d'assistantes maternelles, on pourrait mieux accompagner les familles qui ne trouvaient pas de ressources pour faire garder leurs enfants. Et donc, elle a lancé comme ça cette idée-là de travailler avec des professionnels de la petite enfance, des pédiatres, des pédopsies, et de dire, voilà comment nous, assistantes maternelles, on peut mieux accompagner les familles. Et elle a lancé un réseau comme ça qui se qualifie. Donc aujourd'hui, dans le réseau, il y a une quarantaine de personnes, d'assistantes maternelles, qui accueillent des enfants malades chroniques ou en situation de handicap. Et ça fait école partout en France. Et aujourd'hui, on vient la chercher du sud, de l'est, pour savoir comment elle a fait. Et ça, au départ, c'est une histoire individuelle. Et la Fondation de France, c'est aussi cet effet levier-là. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la possibilité de démultiplier, de faire connaître ce type d'actions qui ont un intérêt et qui rendent un vrai service sur le terrain. Alors l'aide, vous voyez, il y a une aide substantielle là. Bon. Il y a beaucoup d'aides, ça va de 2 000 à 20 000, plus, ça peut aller plus. Enfin, le principe, c'est qu'il y ait toujours d'autres partenaires. Parce que si on veut que la structure tienne la route et perdure, parce que c'est le but, si c'est là, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres partenaires donc qui suivront les années suivantes, si ça marche bien. Donc nous, on lance et on espère qu'après que ces structures deviennent autonomes et continuent dans le temps. Alors, haute association connue sur Nantes, Solidarité Femmes Loire-Atlantique. Là, on les a accompagnés donc c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui va accompagner les femmes victimes de violences. Mais un jour, elles se sont dit, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait ce métier-là. Et globalement, les femmes qui viennent nous voir, elles viennent souvent avec leurs enfants. On assoit l'enfant dans le couloir d'attente pendant qu'on reçoit la maman pour l'accompagnement. Et finalement, ces jeunes, ils sont aussi, soit de manière directe, soit de manière indirecte, victimes des violences intrafamiliales. Et au jour d'aujourd'hui, on ne profite pas de ce moment qui est une opportunité pour travailler avec eux sur le temps où la maman est reçue. Donc, ils ont mis en place tout un programme d'accompagnement dédié à ces enfants. Voilà, et c'est ça qu'on a primé au travers du prix régional sur les lauriers.
Troisième temps fort, les bourses Déclic Jeunes. Donc là, c'est une autre illustration d'un autre programme de la Fondation de France. Les bourses Déclic Jeunes, c'est tout jeune qui a moins de 30 ans. On est jeune vieux à la Fondation de France. A capacité à nous présenter un projet qui soit d'intérêt général et qu'on peut accompagner. Donc là, on voit Joachim, qui a été lauréat de la bourse. Donc Joachim, il est de Rosé. Et Joachim, à la base, il est maçon. Et il était passionné de lutherie et un jour, il a fait un stage en lutherie et son maître de stage, ils ont eu un coup de cœur réciproque l'un pour l'autre. Et à la fin de son stage, Joachim, malheureusement, son maître de stage est décédé. Et en fait, globalement, il avait vu arriver la chose, le maître de stage, et il a dit moi, je te lègue mon atelier. Alors Joachim, ce n'était pas du tout sa route, hein. Il était maçon entrepreneur à la base. Et il s'est dit, c'est ma passion, ok, je me lance, je vais tout lâcher et je vais me lancer dans la lutherie parce que c'est ma passion. Donc il a laissé ses parpaings d'un côté. Il s'est lancé dans l'activité. La bourse Déclic Jeunes l'a aidé à acheter le matériel pour démarrer son activité de lutherie. Voilà. Bon, après, on a des projets culturels, on peut avoir des projets artisanaux, on a des projets sanitaires, sociaux. Donc, chaque année, on reçoit à peu près 110 candidatures sur Bretagne, Pays de la Loire. Sachant qu'il y a un fort taux de sélection parce que le montant de la bourse, c'est 7 600 €. Donc, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, mais les appelés continuent de candidater. Donc, il y a à peu près 20 bourses qui sont déclarées pour, au niveau français, c'est entre 800 et 1000 candidatures selon les années. Voilà, un avant-dernier temps fort, c'est l'action qu'on peut mener de fédérer nos fondateurs. Donc ça, on le fait sur le territoire, c'est-à-dire qu'on organise tous les 2 ans des rencontres autour de la philanthropie, où on fait témoigner des fondateurs sur leur action. Parallèlement, ces fondateurs ont la possibilité d'aller à des rencontres nationales. Donc on est vraiment sur la mise en réseau, l'échange de pratiques pour qualifier nos fondateurs dans leur activité de redistribution. Donc là, je vous ai mis quelques fondations. Fondation d'Ansia qui est abritée à la Fondation de France, MMA qui travaille sur le handicap qui est au Mans, Dana, c'est à Brest, qui travaille sur l'enfance. On a le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine qui travaille sur tout le département sur plusieurs thématiques. La Fondation d'entreprise à Ballonne aussi qui est abritée à la Fondation de France. Donc à la Fondation de France, on a à peu près un peu plus de 35 à date fondations abritées sur le territoire qu'on rencontre, avec lesquelles on échange. Alors je vous ai remis les chiffres du Grand Ouest. Donc 36 fondations abritées, 950 projets soutenus. Donc ça, c'est Fondation de France et Fondation abritées. 35 bénévoles, 64 000 donataires. Et un autre exemple, enfin, un point d'actualité à venir, qui est aussi ce que peut faire la Fondation de France. On organisera le 22 janvier 2019 à la Cité des Congrès des ateliers qu'on a appelés Parlons-Psy. Là, l'idée de la Fondation de France, c'est d'amener de manière très participative les acteurs qui travaillent sur les maladies psychiatriques. Donc, évidemment, l'hôpital, psychiatre, associations de familles concernées, personnes concernées elles-mêmes, donc tous les groupes d'entraide mutuelle, par exemple, les UNAFAM, à venir échanger autour de la maladie psy. Et donc, on va les réunir pendant une demi-journée à 200 personnes à la Cité des Congrès, les faire travailler sur à la fois des points de diagnostic sur le secteur qui ne vont pas, mais aussi des solutions sur lesquelles ils pourraient travailler ensemble. Donc là aussi, nous, on se donne pour rôle de faire échanger les praticiens. Donc, on va fournir le contenant.
On va fournir l'animation. On va réfléchir avec les acteurs aux questions qu'on pourrait soulever lors de cet après-midi. Et puis, on va leur demander de travailler pour arriver à rédiger des propositions concrètes d'action sur cette thématique-là. Et c'est aussi ce que peut apporter la Fondation de France. C'est vraiment de faire phosphorer les acteurs, de les amener à prendre du recul sur une thématique, de les amener à faire des propositions et être un relais de cela. Monsieur, vous aviez une question? Non? Et ça devrait être le démarrage d'une grande opération sur les maladies psychiatriques avec des thèmes très précis, notamment essayer de déceler, de faire de la recherche pour déceler la maladie à l'origine, parce que plus on s'y prend tôt, plus... Voilà. Et puis également une participation importante, essayer de faire plus participer les partenaires, bien sûr, mais le milieu familial aussi, qui est souvent en situation difficile, quoi, et qui ne savent pas comment. Donc voilà, ce grand projet, ça c'est un projet sur 5 ans à venir. On fera des levées de fonds significatives là-dessus, mais c'est le début. Alors, dans le financement, l'échec, il faudrait discuter de comment on le caractérise. Parce qu'il y a des projets qui arrivent à moitié, il y a des projets qui arrivent à 100% ou qui échouent à 100%. Mais c'est la part qu'on accepte, mais je dirais que c'est difficile à donner. Mais si je devais faire une évaluation, je pense qu'on est dans le peut-être 10 à 20%. C'est un peu au doigt mouillé, hein, mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez terminé votre présentation? Oui. Donc, y a-t-il d'autres questions? Moi j'en ai une sur les 9,8 millions qui sont, entre guillemets, distribués sur le territoire Grand Ouest, hein, c'est ça? Est-ce qu'on peut considérer que la ressource est également sur le Grand Ouest? Ou est-ce qu'il y a une partie qui arrive du national, enfin, ou l'inverse? Est-ce que le Grand Ouest donne un peu plus et contribue à des projets extérieurs, si je puis dire? Parce qu'il y avait une sorte de philosophie de circuit court aussi dans ce que vous avez dit sur le territoire, essayer de trouver les donateurs sur le territoire pour des projets sur le territoire. Alors, en fait, on s'adapte là-dessus aux souhaits aussi des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des donateurs qui vont vraiment être concernés par l'aspect territorial, d'autres beaucoup moins, qui seront sur un aspect plus thématique. Après, le Grand Ouest, de manière générale, Bretagne, Pays de la Loire, on est sur des régions qui sont plutôt généreuses, c'est-à-dire plutôt en termes de dons au-dessus de la moyenne nationale. La Bretagne est, en termes de nombre de donateurs, de foyers donateurs, la région qui est deuxième, si ma mémoire est bonne, au niveau français. Les Pays de la Loire sont aussi au-dessus de la moyenne, mais ils doivent être 5 ou 6e de mémoire. Donc on est plutôt généreux à l'ouest. Avec, pour la Bretagne, un généreux en quantité. Par contre, quand on regarde la valeur des dons, elle est moindre. Alors ça, on l'explique par le fait que c'est des régions qui ont eu des développements plus tardifs et que voilà, il y a à la fois les racines chrétiennes et sociales du Grand Ouest qui font qu'on se retrouve sur des valeurs de solidarité, de dialogue, de générosité, mais qu'en termes quantitatifs, ça ne suit pas toujours. Donc la Fondation de France, en fait, elle va aller du plus affecté au moins affecté, l'affectation pouvant être soit thématique, je veux financer des actions sur le cancer, ou territoriale. Je veux financer des actions en Bretagne ou en Loire-Atlantique, ou on a même une fondation qui finance des actions sur le pays de Ré, par exemple. Donc là, on va vraiment mettre en œuvre aussi la générosité des donateurs selon leurs desiderata. Peut-être une... Oui. Juste pour compléter ce que vous disiez, est-ce que vous avez des chiffres sur la façon dont les gens ciblent leurs donations? C'est-à-dire que quelle est la part de ceux qui la ciblent, de ceux qui donnent de manière générale sans indiquer de priorité particulière? Et juste une question supplémentaire, où est-ce qu'on donne le plus et le moins en France? En termes de région? Alors, vous voulez que je cite les mauvais élèves, c'est ça? Je ne vais pas l'avoir, je ne garde en tête que le bon, moi. Donc non, je ne vais pas l'avoir en...
Je ne vais pas l'avoir en tête forcément. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la complexité sur le don. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a de la complexité ville-campagne, il y a de la complexité géographique en fonction des. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pourrais vous donner l'info puisqu'on a fait une étude qui est sur notre site sur le don territorial. Et pour répondre à votre seconde question, à la Fondation de France, sur nos donateurs, on est, je dirais, à 50-60% qui n'affectent pas, qui délèguent à la Fondation de France le fait d'affecter là où elle pense que c'est utile. France Générosité, il y a le CERFI aussi qui fait des études, il y a l'Observatoire de la Fondation de France qui fait des études, sachant qu'il y a de la complexité à étudier ce champ-là, parce que finalement, il faut aller voir pour le don les déclarations à Bercy. Il y a de la complexité sur le monde associatif, parce que tous les chiffres ne sont pas apparents, il faut creuser quand... on a besoin d'aller voir. Donc, il y a une sociologue du monde associatif qui est au CNRS qui s'appelle Viviane Chernonog et qui peut être aussi, si vous recherchez des informations, un élément intéressant. J'ai une question dans cette fin d'année qui est un petit peu particulière. Alors, parce qu'évidemment, le donateur peut bénéficier d'un retour en termes de fiscalité quand il fait un don. Or là, on passe d'un système qu'on a connu sur le plan fiscal au prélèvement à la source. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions par rapport à leurs dons. Comment tout ça va être pris en compte puisqu'on saute une année fiscale d'une certaine manière. Donc, peut-être vous pouvez rassurer quelques donateurs qui sont dans la salle sur cette question-là. Donc, sur le prélèvement à la source, effectivement, où on va passer au prélèvement en janvier 2019, ce que le législateur a prévu, c'est que sur les donateurs, en fait, il ferait un remboursement en janvier de 60% de l'avoir fiscal. Donc, vous faites un don pour 100 €. Vous allez pouvoir déduire 66 € de votre impôt sur le revenu. Donc, jusqu'alors, vous faisiez votre déclaration en mai et vous déclariez un don de 100 € et vous déduisiez directement du montant de votre impôt sur le revenu, 66 €. Demain, c'est l'idée que sur ce même don de 100 € que vous avez déclaré, ils vont, en 2019, vous rembourser 60% de 66 € en janvier, dès le mois de janvier, et le complément, donc les 40% restants, au mois de mai. Donc, en fait, ça ne change rien. Ça change rien par rapport à votre don. Vous aurez un remboursement rapide parce que les organismes collecteurs, ce n'était pas prévu au départ, comme n'étaient pas prévus les aspects sur les aides à domicile, parce que ça posait question aussi. Donc, le législateur a modifié ça pour qu'on puisse être à un système à peu près équivalent et qu'il n'y ait pas cette inquiétude-là. Mais merci de la question. Il est bon de dissiper les inquiétudes. Donc, on reste dans une logique, nous, d'appel à projet. On reste dans une logique de, globalement, consommer les budgets qu'on a. Donc, après, des thématiques présentes sur le Grand Ouest, on a de l'économie sociale et solidaire, parce que les réseaux de l'ESS sont assez forts sur le Grand Ouest. On a pas mal de choses autour de l'environnement, parce qu'on a aussi un grand littoral et que voilà, et qu'on a quelques fleuves dans la zone qui font que on est concerné par ces questions-là. Notre programme Personnes âgées fonctionne effectivement assez bien. Là aussi, nos côtes n'y sont probablement pas étrangères. Voilà, pour vous donner... Alors, culture, culture, c'est caché derrière les thématiques. C'est-à-dire que dans l'enfance, aujourd'hui, par exemple, sur personnes âgées, on a vu 3 projets à dominante culturelle. Et c'est ce que disait Jacques au début, c'est l'outil culturel au service du lien social, au service de l'implication des personnes. C'est souvent mis avec les autres. Donc, c'est souvent en filigrane de pas mal de projets qu'on accompagne.
Et après, on a un projet nouveau commanditaire, où là, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'ICO sur Nantes, mais le projet nouveau commanditaire de la Fondation de France, il met en lien des personnes qui veulent passer commande d'une œuvre d'art. Donc là, c'était les patients de l'ICO qui allaient dans le centre anticancéreux être accompagnés et se faire traiter. Et donc, ils ont voulu à un moment, ils ont dit, bah voilà, l'ICO, ça serait quand même peut-être pas mal de mettre de l'art. Nous qui venons tous les jours, on aimerait avoir. Et donc, la Fondation de France a accompagné un projet où on a eu un comité avec plusieurs patients qui ont travaillé avec un artiste pour faire une création au sein de l'ICO. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, c'est ces cheminements de couleurs. C'est assez compliqué de travailler l'art dans l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de normes. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de peinture, de sculpture, de toutes ces choses. Donc, voilà. Et ils ont inventé ensemble ce lieu pour, enfin, cette composition pour faire qu'il y ait de l'art au sein de l'ICO. Donc, alors, nous concernant, vous pouvez tout à fait appeler notre service donateur, et je pense que c'est valable chez pas mal de collègues pour vous faire sortir d'un fichier d'appel, par exemple, de manière concrète. Hein. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de rester intelligent. Donc, on essaye de ne pas lasser. On n'y arrive pas toujours, je suis d'accord avec vous. On essaye de ne pas lasser, mais on sait qu'en termes de dons, le mécanisme, c'est que si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, un organisme qui a pour vocation de collecter, à un moment, ça va passer effectivement par une sollicitation. Ce n'est pas l'intérêt des collecteurs de trop solliciter et de lasser, mais on sait que si on demande 100 fois, on aura 2 fois ou 3 fois. Et si on ne demande pas 100 fois, on n'aura pas. Donc, cette mécanique-là, vue du côté du collecteur, il faut la mettre en œuvre, tout en ayant le respect de la personne. Mais c'est pour ça que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se manifester, à dire, nous, on en a, moi j'en ai heureusement pas tous les jours au téléphone, mais ça peut m'arriver d'avoir quelqu'un au téléphone qui se trouve trop sollicité, auquel cas on en tient compte. En fait, chaque mailing, on arrive à sortir la rentabilité de chaque mailing. Donc, chaque courrier que vous recevez dans votre boîte aux lettres, on sait dire si, globalement, ce qui nous a rapporté par rapport à ce qui nous a coûté. Et sur les frais de collecte, nous, on est à 5% de mémoire. Il faut regarder dans notre rapport d'activité sur tout ce qui est frais de communication et de collecte. Donc, bien sûr qu'un collecteur, quand il collecte, il regarde ça. Et il va regarder qu'il ne met pas 1 euro pour en collecter 1,50 €. Donc on est dans ces calculs-là. Est-ce que la Fondation a vocation à s'intéresser aux actions d'aide humanitaire internationale? Alors sur l'aide humanitaire internationale, en fait, on a des appels à projets. Donc sur l'urgence. On est beaucoup centré sur les urgences et après on a quelques programmes qui sont plus axés sur le développement, mais en général assez géolocalisés. Donc on a eu pendant pas mal de temps, alors un exemple de programme qu'on a eu, on a un programme qui s'appelle Méditerranée d'une rive à l'autre, qui a pour vocation de faire du lien sur tous les pays du bassin méditerranéen au travers de différentes actions qui peuvent être pas mal culturelles. On a eu un programme sur les agricultures familiales en Afrique de l'Ouest. Donc, ce qu'il faut aller voir, c'est voir quelle est l'offre présente sur notre site au niveau de la Fondation de France, mais aussi au niveau de ces fondations abritées. Au niveau des fondations abritées, vous en avez beaucoup, enfin plusieurs qui effectivement interviennent. Bardon, par exemple, je crois qu'ils interviennent en Afrique sur le. Oui, au Maroc notamment. Maroc, sur les logements. Amis également pour faire travailler les femmes en Afrique. Etc. Donc il y a toutes les fondations qui. Choisissent, donc, si vous allez sur le site de la Fondation de France, Solidarité Internationale, vous pourrez voir les fondations abritées qui font elles aussi des financements. Plus de questions? Eh bien, merci. Merci à tous. Je crois qu'on peut applaudir Yann Dédoué et merci Jacques à vous Tagot pour leur présentation.